Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans notre Tech Démo, le rendez-vous pour les PME afin de découvrir des outils numériques. Alors nous recevons aujourd'hui Ivan Marie Blanca Flinch qui est le CIO de Canopé, une entreprise active dans le numérique au service de la durabilité. Donc Ivan, tu vas nous présenter la plateforme qui s'appelle Circulaire IT et qui permet finalement de calculer l'empreinte carbone de l'activité numérique d'une entreprise. Alors n'hésitez pas aussi à poser vos questions dans le chat YouTube et puis on va commencer cette tech démo. Ivan, je te laisse la parole. Merci Delphine. Bonjour à toutes et à tous. Merci beaucoup de votre intérêt envers le numérique responsable. Alors, Canopé, notre but, c'est de décarboner les systèmes d'information. Quelques mots rapides sur Canopé. Donc, nous avons la vision d'accélérer les stratégies Green IT au sein des organisations. Et nos valeurs sont très simples. C'est la protection de l'environnement, de réduire l'impact de l'IT pour justement continuer à accélérer la digitalisation. Et un des piliers clés de notre philosophie, c'est la sobriété. Il est vraiment important que le numérique responsable, que le Green IT, que le Sustainable IT soit compris par tous et que les logiciels IT soient beaux, soient simples et soient sobres. Donc c'est vraiment cet esprit pionnier qui nous fait aller de l'avant. Alors, qui sommes-nous? Nous sommes entourés de différents partenaires. Donc, tout d'abord, l'Institut du numérique responsable suisse, dont je contribue avec le comité scientifique, Microcity avec l'espace d'innovation neuchâtelois, et finalement Bilab et Swiss Triple Impact, où nous essayons d'intégrer le Green IT dans la durabilité en général. Nous sommes reconnus en Europe en tant qu'experts Green IT numérique responsable. Nous avons accompagné la plupart des entreprises et des organisations en Suisse à obtenir le label numérique responsable niveau 1 ou niveau 2. Et nous avons des clients en Suisse et à l'international. Aujourd'hui, je vais vous parler de Circular IT, qui est notre plateforme en ligne qui permet de mesurer votre empreinte, de la réduire, mais aussi de sensibiliser vos employés. Je ne vais pas m'attarder sur ce point. Nous avons aussi des services pour sensibiliser et former les collaborateurs à la stratégie numérique responsable, que ce soit le département IT, mais aussi RH, RSE, achat, management, parce que finalement, le numérique est transverse dans l'organisation. Et finalement, nous avons Labellit pour toutes les sociétés, administrations publiques, organisations de façon générale, qui souhaitent s'orienter vers l'obtention d'un label pour structurer leur démarche, pour obtenir une meilleure vision publique ou pour tout simplement rentabiliser encore plus leur parc informatique. Nous les accompagnons à obtenir ce label. Finalement, pour en dire quelques mots avant de passer à la présentation de l'outil, Circular IT a 3 piliers. Le premier, c'est que c'est rigoureux. Nous avons plus de 6000 données dans notre base de données qui nous permet vraiment d'être précis dans la mesure du possible où les données sont précises. Nous faisons vraiment une analyse de cycle de vie parce que quand on parle de pollution numérique, souvent on pense que c'est uniquement à la consommation électrique. Et finalement, on va au-delà du bilan carbone parce que nous avons 3 autres indicateurs que je vais vous montrer tout de suite. Finalement, comme je vous disais au début, elle est simple, elle est épurée, elle est utilisée par tout le monde parce que c'est vulgarisé. N'importe qui peut l'utiliser pour réduire l'impact de leur parc informatique et vous pouvez faire autant de calculs que vous le souhaitez. Et finalement, la dernière composante, c'est qu'il faut que ça soit ludique, il faut que ça soit gamifiant. Il faut que tout le monde prenne du plaisir à implémenter des bonnes pratiques. Donc, voilà. Ce que je vous propose, c'est de passer maintenant à la découverte de la plateforme. Donc, bienvenue sur le compte démo de la plateforme Circular IT. Vous voyez le tableau de bord. On va y aller en dernier moment au tableau de bord parce qu'il résume un peu les différents modules qui sont présents. Alors, ce qu'il faut savoir de la plateforme, c'est qu'elle est déjà disponible en 5 langues. Donc ça, c'est déjà un avantage pour les entreprises ou les organisations qui sont sur plusieurs régions, que ce soit en Suisse ou à l'international. Et elle est vraiment personnalisable. C'est-à-dire que si vous n'aimez pas le jaune ou que vous n'aimez pas le logo de Canopé, automatiquement, votre couleur, votre charte graphique, votre logo va apparaître sur la plateforme. La plateforme est disponible, composée de 3 modules différents. Il y a Measure It, Reduce It et Game It. Et chacun est propre à un but particulier. Donc commençons par Measure It, c'est-à-dire on va faire la mesure de l'empreinte de votre parc informatique. Donc il faut savoir que ce module, il est utilisé à différentes fonctionnalités. Ça peut être peut-être des partenaires de Canopé qui l'utilisent pour leurs clients. Ça peut être les entreprises elles-mêmes qui font leurs propres mesures ou ça peut être la maison mère qui fait des mesures pour leurs propres filiales.
Donc ici, on a différents environnements de travail. Il y a le lieu de travail, il y a le centre de données, le réseau, la communication pour les mails, les vidéoconférences, etc. Le télétravail, parce que bien souvent, on oublie que le télétravail, c'est aussi parfois du matériel informatique qu'on met à disposition des collaborateurs et finalement le département IT. Donc, comme vous pouvez voir, c'est déjà assez sobre comme implémentation de design. Donc, comment ça se passe? On va faire l'exemple pour un seul équipement et après, ça sera exactement pareil pour les autres équipements. Alors, on va dire que je viens sélectionner un équipement autour du workplace, du lieu de travail. Donc, on va dire par exemple, je ne sais pas, une tablette. On va choisir le fabricant. Alors là, on a le choix parmi plusieurs fabricants. Si on n'a pas le nom du fabricant de tous nos équipements ou que l'on ne souhaite pas aller dans le détail ou pour n'importe quelle raison, on préfère avoir des données génériques, alors on clique sur générique. Nous, on va dire qu'on a, allez, la première de la liste, une Apple. Ensuite, on sélectionne le modèle, iPad Pro 12. On dit combien on en a, ben, on en a 1, 2, 3. Et la durée de vie, à peu près la moyenne que nous avons dans les organisations, c'est de 3 ans. Malheureusement, elle devrait être plus longue, mais c'est la moyenne. On peut indiquer si elle est louée ou reconditionnée, ça va changer l'impact environnemental et les bonnes pratiques qui sont proposées. Donc c'est vraiment, le but c'est de faire une liste de commissions où on vient ajouter nos équipements. Si on a d'autres tablettes, d'autres marques ou d'autres modèles, ben on vient tout simplement l'intégrer. Aujourd'hui, c'est fait manuellement. Pour la nouvelle version qui arrivera l'année prochaine, ça sera automatique avec votre inventaire Excel, votre CMDB ou n'importe quel outil en ligne que vous utilisez. Donc, vous pourrez importer ou exporter directement vos données. Donc voilà, il y a le centre de données qu'on ne va pas faire. Je peux vous montrer un peu ce qui est proposé. Il y a le cloud, les hard drives, les NAS, les serveurs, les switches, les machines virtuelles, les serveurs virtuels. Et c'est toujours la même démarche. C'est vraiment équipement, fabricant, modèle, quantité et durée de vie. Et le but, c'est vraiment de simplifier au maximum la saisie de données pour que la mesure d'impact ne soit pas contraignant pour les entreprises. Donc on continue, pareil pour le réseau. La communication ici, c'est le nombre de mails que vous envoyez en tant que collaborateur, le nombre de vidéoconférences, etc. Le télétravail, combien d'écrans de docking station, combien de claviers vous mettez à disposition pour les télétravailleurs et télétravailleuses. Et finalement, le département IT, quelle mobilité il a. Donc ce dernier environnement, c'est vraiment pour les grandes entreprises qui ont plusieurs sites et qui ont l'IT qui est centralisé dans un seul site, dans un seul pays, dans une seule région. Donc, on soumet la mesure et automatiquement, nous avons les 4 indicateurs que je vous avais montrés au niveau du PDF. Donc, on a les gaz à effet de serre qui est, on va dire, l'élément clé aujourd'hui de la maturité des entreprises pour leur bilan carbone. Mais on a aussi l'empreinte en eau, en énergie et en ressources naturelles. Pourquoi c'est important? C'est important parce que souvent, quand on parle de gaz à effet de serre, on peut tomber sur le greenwashing, c'est-à-dire que, OK, je pollue autant, je vais compenser avant de réduire. Et alors qu'on sait que l'eau, surtout en cette période estivale, est assez critique, on sait que l'eau et les ressources naturelles, elles ne peuvent pas être compensées. Donc on va vraiment au-delà de ce qu'aujourd'hui propose le bilan carbone. Vous avez ici à droite un audit trail qui vous montre un peu l'empreinte CO2 par employé selon les mesures que vous faites. Donc ici, le graphique ne veut pas dire grand-chose parce que c'est le compte des mots. Mais ce qui est intéressant avec les organisations qui l'utilisent, c'est qu'on voit éventuellement un pic ou pas de pollution en fonction de la période des équipements qui sont achetés ou donnés en fin de vie. Ici, vous pouvez voir 4 graphiques qui montrent un peu la distribution de l'empreinte numérique. Donc, dans l'exemple que nous avons pris, ce sont les serveurs qui ont la plus grande empreinte avec 70%. Ce qui est intéressant ici à comprendre, c'est que c'est la fabrication avec 93% de l'empreinte qui vient en première position, contrairement à l'utilisation. Normalement, c'est à peu près 75, 25, 25 pour l'utilisation. Ici, joue énormément le mix énergétique du pays. Donc, en Suisse, en France, dans des pays où le mix énergétique est assez bas, on aura une utilisation qui est plutôt très peu représentative. Et en fait, c'est déjà une donnée qui est intéressante pour les entreprises pour justement les motiver à prolonger la durée de vie, à mieux les utiliser, à acheter reconditionné. Et on voit que ça a un impact. Comme je vous parlais, ici la couleur est le jaune, mais pour les entreprises qui l'utilisent, c'est la couleur de l'entreprise. Donc le but, c'est vraiment de pouvoir s'en approprier. En septembre, il y aura une version avec 20 graphiques. On pourra télécharger un rapport personnalisé avec plus de graphiques en termes de données plus spécifiques au service, à l'environnement de travail. Donc c'est vraiment personnalisé.
Et quelques équivalents ici pour bien communiquer. Le but de cette plateforme, c'est d'être utilisée, comme je disais, par tout le monde. Et on a des départements de communication qui l'utilisent justement pour sensibiliser leurs collaborateurs et leur direction sur l'empreinte de leur numérique. On passe au deuxième module qui s'appelle Reduce It. Une fois qu'on a mesuré, on a une envie de réduire ou en tout cas de démarrer une stratégie numérique responsable. Et ici, le but, c'est vraiment de simplifier au maximum la stratégie. Donc, dans ce graphique araignée, vous pouvez voir deux éléments. On a un petit dessin avec des pointillés. En fait, c'est la maturité numérique responsable en Europe. Donc, on a à peu près 600 organisations qui nous permettent de faire cette moyenne. Et ensuite, en trait noir, c'est votre maturité à vous. Évidemment, avec le compte démo, ça rend pas beaucoup très beau, mais vraiment, ça permet de voir l'évolution de votre maturité. À droite, vous voyez un graphique qui vous explique justement cet audit trail de votre progrès en Green IT. Et le cœur de ce module, c'est les 150 bonnes pratiques qu'on vous propose selon la priorité, selon la difficulté, selon les bénéfices et surtout selon votre département. Parce que si vous êtes RH, vous n'allez pas avoir des bonnes pratiques touchant au serveur. Et si vous êtes IT, vous n'allez pas forcément avoir des bonnes pratiques liées à la RSE ou liées à la formation, à la sensibilisation. Donc, imaginons, pour l'IT, on est d'accord que la plupart des catégories présentées ici sont concernées par l'IT, mais si je me mets au niveau des RH, on a déjà un tri qui est fait. Donc, si je rentre dans la gouvernance, typiquement, ça va être créer une communauté d'ambassadeurs Green IT, identifier et accompagner les projets de la démarche numérique responsable, partager des informations, etc. Donc, la démarche, c'est vraiment une démarche SMART, donc avec des objectifs spécifiques, mesurables, atteignables, etc., etc. Donc vous avez la priorité, la difficulté, les bénéfices, le département. Vous pouvez ici écrire la personne qui va être en charge de la bonne pratique, la date avec une due date et l'état de est-ce que c'est fait ou c'est pas fait. On vous propose un KPI pour pouvoir suivre et monitorer, piloter votre action, votre stratégie, mais vous pouvez définir votre propre KPI parce que peut-être que le nôtre ne correspond pas à vos activités. On vous demande une justification si vous dites que cette bonne pratique est implémentée et vous pouvez saisir des commentaires pour justement taguer le département RSE et dire voilà, on a passé sur des Fairphone, cette information peut être inclue dans le rapport de durabilité, ça peut vous donner une meilleure image publique. Voilà, au fur et à mesure que vous complétez, les bonnes pratiques deviennent grises et donc vous pouvez filtrer aussi par rapport aux différents états. Ça, c'est les deux premiers modules qui sont vraiment les modules analytiques qui permettent de mesurer et de piloter la stratégie numérique responsable. Ce qui est important à comprendre, c'est que toute cette stratégie est basée sur le label et sur les critères du label numérique responsable. On le verra à la fin avec le tableau de bord, mais vraiment, si vous implémentez ces bonnes pratiques, vous pouvez prétendre à obtenir le label numérique responsable, que ce soit niveau 1 ou bien niveau 2. Et pour finir, le dernier module qui s'appelle Game It, et lui, il est complètement indépendant de l'analytique. C'est vraiment, on va venir sensibiliser les collaborateurs. Parce qu'on est d'accord, une stratégie qui n'est pas adoptée ou qui n'est pas comprise, c'est une stratégie qui n'est pas appliquée. On donne souvent l'exemple d'une imprimante. On peut acheter l'imprimante la plus verte du marché, mais si on continue à imprimer 100 pages par jour par collaborateur, elle ne sera pas verte du tout. Il vaut mieux acheter la plus polluante et imprimer une feuille par collaborateur par jour. Donc c'est vraiment important de faire adhérer les collaborateurs à la stratégie, leur faire comprendre comment l'IT pollue, parce qu'aujourd'hui on ne sait pas comment l'IT pollue, en termes généraux quand on est un citoyen lambda. Et c'est pour ça que nous avons développé Game It. Game It, en fait, c'est un challenge qui va durer entre 7 à 21 jours. Ça dépend de la durée que l'entreprise va définir. Et le but, c'est d'intégrer les collaborateurs à découvrir toutes les bonnes pratiques qu'ils ou elles peuvent mettre en place, soit à la maison, soit au bureau. Donc, allons-y directement. On va aller à démo. Comment ça se passe ? L'entreprise va définir un certain nombre de points. Ici, nous avons défini 5 points, mais normalement, ça se compte en quelques milliers de points. Le but, c'est d'atteindre ce nombre de points en accumulant les points de tous les utilisateurs. En tant qu'utilisateur ou en tant qu'employé, j'ai mon propre score et je suis confronté à d'autres utilisateurs de la même entreprise, à d'autres départements, et c'est vraiment là où on commence à avoir un challenge positif, gamifiant, ludique. On a ici un countdown, un temps restant. Et en fait, la magie opère en
proposant des bonnes pratiques qui sont extrêmement simples d'appliquer. On commence par exemple par le poste de travail. J'éteins mon écran et mon ordinateur le midi et le soir quand je pars. Donc je gagne un point. Je gagne peu de points parce qu'elle est simple à mettre en place. Mais par exemple, si on va au niveau du streaming, on propose déjà le plugin gratuit YouTube Audio qui permet en fait de regarder une vidéo YouTube tout en coupant l'image. Si vous regardez un podcast ou si vous écoutez de la musique pendant 3 heures pour être concentré ou etc., en fait, vous allez couper la vidéo, vous allez couper le nombre de données qui sont consommées et vous avez un impact direct sur la pollution numérique. Donc là, vous gagnez des points. Évidemment, on va parler du reconditionnement, évidemment, on va parler du Black Friday, on va parler de la fin de vie. On privilégie aussi, par exemple ici, la Wi-Fi plutôt que la 4G parce qu'on explique que la 4G consomme beaucoup plus d'énergie que la Wi-Fi. Donc en fait, le but de toutes ces bonnes pratiques, c'est d'amener le collaborateur ou la collaboratrice à comprendre le numérique responsable, à comprendre la pollution digitale et amener à implémenter des bonnes pratiques et se sentir reconforté. Après, on va lui demander d'aller un peu plus loin à travers de l'entreprise, d'accepter des téléphones reconditionnés, d'accepter d'utiliser des écrans, des laptops un peu plus vieux, même s'ils ne sont pas vieux. Mais tout démarre par une sensibilisation et une compréhension de la stratégie. Et tout cela en le faisant gamifiant. Le but après, c'est de récompenser automatiquement les personnes qui ont gagné. Et surtout, d'un point de vue de l'organisation, vous allez découvrir les ambassadeurs et les ambassadrices du numérique responsable au sein de votre organisation. Vous allez savoir à qui déléguer dans chaque département les stratégies ou les actions que nous avons vues dans Réussite. Donc, à la fois, vous créez une communauté des ambassadeurs et à la fois, vous créez vraiment des challenges. Donc, voilà, parmi nos services, il y a d'autres challenges, mais Gameit, c'est vraiment apprécié par les RH parce que c'est simple à implémenter, c'est simple à utiliser et derrière, il y a une récompense. C'est vraiment cette approche ludique et positive que nous mettons à disposition chez Canopé. Plutôt que de restreindre et de punir, c'est vraiment de récompenser les personnes qui passent à l'acte. Donc voilà, Delphine, un peu les différents modules. C'est une plateforme qui est utilisée. Ça peut être soit sous un abonnement annuel pour les entreprises qui souhaitent vraiment pérenniser leur stratégie. Ça peut être, chaque module est complètement indépendant, c'est-à-dire qu'on peut souscrire à Mesureit. On l'utilise pendant une période d'1 mois pour compléter son système son inventaire et ensuite vous soumettez les données et vous ne le payez plus pour ce système. Il y a des entreprises qui utilisent que Réussite parce qu'ils ont déjà fait l'exercice de la mesure et elles veulent uniquement mettre en place une stratégie et éventuellement aller vers le label. Et ça me fait penser à une chose, je n'ai pas montré du coup le tableau de bord. Oui, ici. Donc voilà, ça reprend les différents éléments que nous avons vus. Mais ce qui peut être intéressant pour les utilisateurs, en fait, c'est cette ligne, c'est la maturité label numérique responsable. En fonction de l'utilisation de la plateforme que vous allez en faire, vous allez être prêt, en tout cas, on va vous informer ou pas de la maturité pour passer le label. Et ce qui est intéressant, c'est que on a fait le calcul avec les clients que nous avons qui utilisent la plateforme et on économise entre 50 à 60% les coûts pour se préparer à la maturité à passer le label numérique responsable. Parce que le but vraiment de cette plateforme, c'est de tuer Canopé elle-même, le consulting. C'est de vous donner les clés pour mesurer, implémenter et sensibiliser. Et derrière, éventuellement, faire appel à du consulting quelques heures. Mais le but, c'est vraiment que vous soyez maître de votre stratégie. Et qu'une fois que vous arrivez à 75-80% de la maturité, là, vous pouvez vous présenter au label. De toute façon, vous pouvez toujours vous présenter. Mais nous, on vous conseille d'atteindre quand même 75%. Donc là, vous avez toutes les clés, vous n'avez plus de raison de ne plus intégrer le numérique responsable dans votre organisation, que ce soit pour des ROI économiques, on n'en parlera pas, mais optimiser le parc informatique, c'est évidemment des économies d'argent, pour des raisons de marketing, pour des raisons d'identité publique, d'image, et aussi pour l'adhésion interne. Donc voilà, je me réjouis de répondre éventuellement à tes questions, aux questions des personnes qui nous ont regardées. Et s'il y a des doutes, éventuellement les éclaircir. Merci infiniment, Ivan. Et effectivement, il y a des questions en live sur YouTube que je vais te transmettre tout de suite. J'avais une première question sur l'accessibilité de la plateforme. Aujourd'hui, elle est disponible. Comment on fait en tant qu'entreprise pour commencer à remplir les données et avoir le premier tableau de bord ? Oui, alors ça dépendra en fait de la formule que l'on va prendre, savoir si c'est mesure, stratégie. Mais c'est assez simple, c'est-à-dire qu'on crée un compte et à partir de là, Canopé n'a pas accès à ce compte. Et,
Et donc, l'entreprise, en fonction du pack qu'elle va prendre, elle aura différentes fonctionnalités qui seront mises à disposition. Mais sinon, c'est tout simplement pour l'inventaire. Elle va prendre son temps pour soit importer son fichier Excel, soit, comme on a dit, pour la fin de l'année, début de l'année prochaine, connecter avec sa base de données ServiceNow ou autre qu'elle pourrait utiliser. Donc, en fait, ça dépend. On a des PME, on a des grands groupes suisses qui l'utilisent. Ça dépendra de l'utilité, de l'objectif aussi, finalement. Pour certaines entreprises, il y a des modules qui sont, pas des modules, mais des environnements qui sont cachés. Typiquement, le département IT pour une PME, il n'y a pas de raison d'être parce que la plupart du temps, c'est externalisé. Donc, on va masquer cet environnement. Donc, en fait, c'est selon le besoin qu'on discute avant. On personnalise la plateforme. C'est mieux de discuter avec les équipes Canopé avant de se lancer. Oui, je pense que c'est. Après, on peut l'utiliser telle qu'elle est, mais ça peut être intéressant d'en discuter avant. Oui. Je te pose la première question. Est-ce que c'est possible de connecter, de connecter la plateforme, à un ITSM? Donc, je crois que c'est tout ce qui concerne le management de l'IT qui a déjà été mis en place dans une entreprise. Oui, ça c'est une demande qui vient de plus en plus des moyennes et des grandes entreprises. Pour l'instant, ce n'est pas le cas. Pour donner un ordre d'idée, quand on a fait la mesure d'empreinte d'une organisation qui avait à peu près 3500 collaborateurs, on a mis à peu près 45 minutes à remplir l'inventaire ici, donc c'est assez rapide. Pour répondre à la question, ça sera fin de l'année, début de l'année prochaine, où on aura des API qui permettront de connecter vers les principales plateformes CMDB qui sont utilisées par les entreprises, ou d'importer son propre fichier Excel pour les PME qui travaillent avec Excel. Justement, comment, là on parle du système informatique et puis on rentre les données finalement que l'on connaît. On a aussi beaucoup de services qui sont sur le cloud et puis on va parler justement de ces centres de données. Est-ce qu'on arrive à avoir un aperçu global avec les entreprises externes de son bilan carbone, son impact carbone? Alors, je n'ai pas de réponse. Ça va vraiment dépendre en fait du fournisseur externe. Si on travaille avec une société suisse qui fait de l'hébergement, évidemment qu'elle va pouvoir nous communiquer combien de serveurs, quelle est la quantité d'électricité, pour ceux qui connaissent le PUE, donc on va dire l'efficacité du data center, ça sera possible. Quand on remonte un peu plus grand vers les GAFAM, là, ça sera beaucoup plus difficile et c'est là où on rentre en compte les données génériques qui sont aujourd'hui calculées par la littérature. Mais aujourd'hui, les grands acteurs d'hébergement sont assez peu transparents dans les données, ce qu'on appelle le scope 3. Donc là, on va faire des estimations. Le cloud reste quand même la zone la plus sombre du calcul parce que la fiabilité des données n'est pas encore là. Alors, tu nous as également parlé de plusieurs niveaux. Je crois que ce sont aussi les scopes finalement. Oui. Donc, il y a le niveau 1, le niveau 2 et là, tu le mentionnes, le niveau 3. Oui. Est-ce que tu peux rapidement expliquer à quoi ça signifie et pourquoi en fait les entreprises aujourd'hui vont devoir s'intéresser plus précisément au scope 3? Donc en fait, quand on fait la mesure d'empreinte d'une entreprise, on va avoir différents périmètres. Le scope 1 et 2, c'est les périmètres qui concernent directement l'entreprise, c'est-à-dire la consommation d'électricité, tous les déchets qui peuvent être générés par leur activité de fabrication. Et le scope 3, c'est vraiment l'empreinte qui est en amont et en aval de leurs activités. Ça peut être directement les fournisseurs. Donc l'IT rentre directement dans le scope 3. Et ce qui est important, c'est que d'un point de vue européen, mais aussi suisse, les législations commencent à obliger les entreprises à faire des rapports extra-financiers sur leur empreinte. Et on voit que le scope 3 rentre de plein dans cette mesure d'empreinte. Donc aujourd'hui, toutes les entreprises, par exemple en Suisse en 2024, ça va être toutes les entreprises, organisations qui ont plus de 500, en tout cas en Europe, toutes les entreprises qui vont avoir plus de 500 collaborateurs l'année prochaine vont être obligées. Pour 2025, ça va être 250 collaborateurs et pour 2026, ça va être toutes les entreprises qui sont en bourse. Donc on voit que de plus en plus, ces bilans carbone, non seulement propres, mais aussi de ces fournisseurs rentrent en compte. En Suisse, en 2024, ça sera aussi le cas pour des conditions un peu plus spécifiques. C'est les banques, les assurances, les administrations publiques, mais qui ont un certain chiffre d'affaires, donc 40 millions de francs suisses. On va dire pour les moyennes entreprises et grandes, c'est assez vite atteint. Donc clairement, aujourd'hui, c'est important, surtout pour les entreprises de services, pour les administrations publiques, d'intégrer l'IT parce que c'est une part non négligeable
de leur empreinte IT. Le choix des bons partenaires. Le choix des bons Tu le fais, partenaires, exactement, l'économie proche. Après, c'est clair qu'un serveur, il est fabriqué où il est. En Suisse, on ne fabrique pas de serveurs. On les reconditionne, donc on a des partenaires qui permettent de reconditionner des serveurs. Mais les équipements sont extraits quelque part, ils sont fabriqués quelque part, donc c'est à nous de jouer au mieux avec les équipements pour diluer leur empreinte environnementale. On a une autre question sur le chat. Est-ce qu'il est possible d'accéder au module Game IT à titre individuel? Ce qui m'amène aussi vers une question de qui a accès à la plateforme, qui a accès à des données, peut-être d'autres non. Oui. Du coup, je vais essayer de répondre Oui. aux deux questions en même temps. Alors, les deux premiers modules, Measure It et Reduce It, on pourrait donner accès à tout le monde. Je veux dire, la plateforme est faite pour être utilisée en permanence par beaucoup d'utilisateurs, mais le fait de laisser rentrer les gens qui ne s'y connaissent pas, ça risque de créer un peu l'embrouille. Donc, pour Measure It et Reduce It, on vient vraiment mettre les chargés de projet. Donc, ça va être peut-être un responsable IT, un responsable RSE, RH, management, etc., en fonction des départements de l'entreprise. Pour Game IT, c'est vraiment tous les collaborateurs qui ont accès. Il n'y a aucun danger de participer dans les autres modules. À titre individuel, on a différentes sociétés qui nous ont demandé si ils pouvaient l'utiliser à titre privé pour leurs collaborateurs. C'est possible, mais à titre individuel, uniquement une personne, aujourd'hui, ça fait pas forcément de sens parce que le but, ça fait du sens, mais aujourd'hui, on veut vraiment toucher l'ensemble de l'entreprise. Donc, normalement, on commence par un département, on voit que ça fonctionne, ensuite, il y a des guerres entre départements, mais à titre personnel, pour l'instant, on n'a pas encore envisagé, il faudrait voir, mais ça pourrait être une autre idée, oui. Mais merci pour la question. Donc la plateforme, elle est évolutive. Les clients qui l'utilisent aujourd'hui, quels sont un petit peu les retours? Est-ce qu'ils ont réussi à déjà mettre en place les bonnes pratiques pour être vraiment dans le numérique responsable? Et quelles sont ensuite les prochaines étapes? Alors, je vais commencer par les points positifs. Ce qui est très apprécié, c'est la simplicité d'utilisation. Vraiment, ce côté, on a une graphiste en interne qui fait un travail excellent et vraiment de simplification, de vraiment montrer l'essentiel, d'être épuré. Donc, c'est là où on a notre reconnaissance maximum. Les points d'amélioration, ça reste la première question qu'on nous a posée, ou la deuxième, c'était vraiment l'automatisation. Et on travaille énormément sur automatiser la collecte d'informations, non seulement sur l'inventaire IT, mais aussi sur les bonnes pratiques, parce que souvent, un des points positifs qui ressort, c'est qu'en lisant les bonnes pratiques, on se dit « Ah, mais ça, je le fais. Ah, mais ça, je le fais. » Et ce qui amène du coup à communiquer mieux, à gagner une meilleure image d'entreprise. Voilà. Maintenant, ce qui reste à faire, c'est vraiment d'automatiser et de simplifier au maximum le parcours pour que les entreprises n'aient juste à piloter l'outil. Après, on ne peut pas le simplifier plus. Je pense que c'est l'atout principal de cet outil, c'est qu'il est facile à utiliser. Il est extrêmement apprécié par les départements qui ne sont pas IT, évidemment par l'IT aussi. Mais souvent, l'approche Green IT vient soit des collaborateurs, soit des RH, soit de la RSE, quand ce n'est pas l'IT qui est sensibilisé. Et c'est vraiment un plaisir et c'est un retour qui nous fait plaisir, c'est de pouvoir transmettre le Green IT et le numérique responsable à d'autres personnes que l'IT. Au niveau de l'implication justement des collaborateurs, est-ce que ce sont un outil qui est aujourd'hui utilisé principalement par des PME, je dirais jusqu'à 50 employés, ou quelle est un petit peu la taille d'entreprise qui met en place aujourd'hui Circular IT? Oui, alors principalement, c'est des entreprises, soit des très grandes entreprises ou très grandes administrations publiques, soit des entreprises, on va dire, moyennes, au-delà de 150 collaborateurs. Ce qui est aussi le cas, c'est des partenaires qui font le calcul pour des plus petites sociétés qui se lancent dans le Green IT, mais qui n'ont pas la volonté d'utiliser un outil. Donc aujourd'hui, on est vraiment sur des sociétés ou des organisations qui ont plus de 150 collaborateurs. Parce qu'ils ont la pression typiquement, on parle du secteur horloger, donc nous on est basé à Neuchâtel. Le secteur horloger, aujourd'hui, les fournisseurs, ils ont une pression très importante des maisons mères en termes de durabilité. Et l'IT commence aussi à être intégré dans les grands groupes, donc par effet cascade, ça tombe aussi chez les fournisseurs. Donc il y a aussi cette volonté de plaire aux grands, mais c'est principalement les grands qui marquent la tendance de l'utilisation de cette plateforme.
Et quel serait l'avantage pour une plus petite entreprise d'une vingtaine de collaborateurs de se lancer aujourd'hui dans le calcul de l'empreinte de son bilan carbone? Il y a énormément de facteurs. D'ailleurs, on est en train de travailler pour proposer une version simplifiée pour les très petites entreprises. La première, je pense qu'on a tous compris qu'aujourd'hui, mis à part ce changement climatique qui ne nous quitte plus et qui ne nous quittera plus, il y a un positionnement de marque. C'est qu'aujourd'hui, on voit des gens, des jeunes et aussi des moins jeunes, qui quittent des entreprises pour des raisons de valeur. J'en suis un exemple. Mon passé n'est pas du tout vert et justement, j'ai quitté pour amener de la valeur. Donc, on a vraiment un positionnement en tant qu'entreprise. Ça dépendra où est-ce qu'on veut aller, mais de recruter et de maintenir le talent. Après, c'est de la visibilité aussi. Aujourd'hui, on a le greenwashing, que je pense que c'est quelque chose qu'on a presque laissé de derrière parce qu'on commence à avoir d'autres termes qui amènent. Et tout simplement pour être aligné avec ces valeurs. Aujourd'hui, les entreprises qui n'incluent pas la durabilité dans leur business plan, c'est des entreprises qui ne vont pas durer dans le temps, que ce soit économiquement, de façon dans la supply chain, etc. Donc, évidemment, pour une entreprise qui fait de la fabrication de bougies, peut-être que le Green IT ne sera pas le cœur principal. Mais pour toute entreprise de service qui représente quand même une grande partie du tissu, que ce soit helvétique, européen ou mondial, on est entouré d'IT. Et c'est important de comprendre qu'est-ce qu'on peut faire et surtout, quelle est notre empreinte pour ensuite s'améliorer. Ce qui n'est pas mesuré n'est pas amélioré. Donc, absolument. Tu es ingénieur, toi, de formation. Oui, je pense. Nous avons une question. Peut-on customiser sur la plateforme les défis proposés dans le cadre du module Gameit? Alors, c'est une option, je ne suis pas rentré dans le détail, mais c'est une option de pouvoir personnaliser Gameit. Typiquement, on parle parfois de ne pas envoyer des éléments en pièces jointes, mais d'utiliser des outils qui existent déjà. Dans les organisations plutôt de grande taille, moyenne, grande taille, ils ont leurs propres outils. Donc là, on vient personnaliser les bonnes pratiques pour justement dire utilisez tel outil qui existe en interne, ou faites ci, faites ça, faites cette bonne pratique parce qu'elle est plus en adéquation avec nos activités, et on peut en enlever d'autres parce qu'elles font pas sens. On challenge toujours le fait d'enlever des bonnes pratiques parce que de toute façon, c'est toujours intéressant. Mais oui, c'est personnalisable. Je ne suis pas rentré dans le détail, mais de la même façon que dans la prochaine version, pour les grandes sociétés, un des points qu'on peut améliorer, c'est de le faire par département, de pouvoir faire des mesures par département, par site, par pays, et ensuite agréger tout et avoir une empreinte globale monde. Donc ça, c'est quelque chose qu'aujourd'hui n'est pas fait. On le fait sur différents comptes. Typiquement, on peut faire, je donne un exemple, c'est pas nos clients, mais Nike France, Nike Suisse, Nike États-Unis. Et le but, c'est de pouvoir tout simplifier au maximum. On y travaille, mais aujourd'hui, ils ont différents comptes. Et puis, ça m'en vient une autre question sur l'aspect communauté ou participative. Est-ce qu'on peut se donner des recommandations entre utilisateurs pour mettre à jour ces bonnes pratiques? Parce que j'imagine qu'elles évoluent aussi constamment et peut-être ce qui était vrai il y a un an n'est plus vrai aujourd'hui. Comment on fait cette mise à jour? Oui, cette mise à jour, elle vient ici avec la fonctionnalité « Ajouter un commentaire ». Ce qui est important à savoir sur Gameit, par exemple, c'est que il n'y a pas de contrôle. On est vraiment sur la confiance. On ne va pas aller vérifier que la personne qui a cliqué « j'éteins mon ordinateur », il l'éteint vraiment. On est vraiment sur c'est pour ça que la communication est importante. Ce que l'on dit souvent, c'est que si les gens ont des bonnes pratiques parce on n'a pas la science infuse chez Canopé et on est ouvert à l'écoute, de la même façon que dans l'inventaire, s'il y a un équipement qui manque, il y a un bouton pour proposer un équipement et nous, on se charge d'aller chercher l'empreinte. Donc, dans ajouter un commentaire, ici, il y a la fonctionnalité de proposer une recommandation qui peut venir des collaborateurs, elle peut venir d'une entreprise et elle fait partie d'une activité, d'un secteur particulier qui peut faire sens. Donc, complètement, on a une structure ouverte à l'écoute, on se remet en question tous les jours. Nous avons des clients qui nous disent il vous manque ça, 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 le lendemain, on le met en place. Je pense que c'est comme ça qu'on évolue et qu'il faut être à l'écoute. Sinon, quelqu'un d'autre va être à l'écoute et il va beaucoup plus vite. Une nouvelle question sur quelle base de données d'ACV circulaire IT se base-t-il? Mégaoctet, EcoInvent. Exactement, pardon. Oui. Avec ces termes. Non, c'est tout bon. Oui, alors nous, on fait un mélange de bases de données pour justement compléter au maximum. Il faut savoir que déjà, alors c'est l'empreinte la plus primaire, mais les fournisseurs de certains équipements IT mettent à disposition des empreintes CO2.
On a différents degrés de confiance. Évidemment qu'une donnée donnée par Apple, Lenovo, HP, Dell, etc., on lui donnerait un degré de confiance plus faible que celle qui a été élaborée par des scientifiques, où on est un peu plus impartial. On a d'autres bases de données comme Boavista, il y a EcoInvent, il y a d'autres. C'est vraiment des bases de données publiques et certaines, une partie privée, qui permet de venir collecter et challenger certaines données. Parce qu'on s'est retrouvé parfois que pour un même équipement, on avait une empreinte qui était presque 50% de plus. Donc le fait d'avoir plusieurs propositions, ça nous permet de mettre des degrés de fiabilité. Et même si aujourd'hui, dans le calcul, vous avez ici 254 914 kg de CO2, clairement, on le dit depuis le début quand on fait la formation à l'outil, on n'est pas au kilogramme près, on n'est pas à 100 kg près, parce qu'aujourd'hui, la précision des données n'est pas là pour être. Donc, quelqu'un qui fait un rapport et qui dit que l'empreinte est au kilogramme près, je pense que c'est quelqu'un qui n'a pas compris qu'il y a une incertitude assez importante aujourd'hui, parce que c'est un domaine qui naît. Bon, il existe depuis une dizaine d'années, mais c'est un domaine où on doit encore... C'est pas comme la mobilité, on a plus de données. L'IT, il faut vraiment qu'on aille chercher des données en permanence. Et c'est pas facile de trouver parmi tout ce greenwashing parfois qu'on peut avoir dans le cloud, dans les fabricants, les fournisseurs. Ouais, c'est vrai que longtemps on a pensé que le numérique était, enfin pensé non, mais que c'était un petit peu immatériel. Et puis c'est vrai qu'aujourd'hui on sent bien son poids et son impact. Il est immatériel dans l'utilisation. Contrairement à la voiture, on voit maintenant avec les électriques, non, mais on voit le CO2 à l'utilisation. Le numérique, on le voit, on le voit pas, il est en amont, en aval. Donc clairement, ça aide pas cette manque de connaissance de la pollution numérique. Mais on est là pour ça. Une autre question, quel est le prix de la solution? Alors le prix va dépendre de l'utilisation. Une fois de plus, on peut être sur quelques milliers de francs pour l'utilisation vraiment basique, sur l'utilisation de mesurer, d'insérer des données et après ça s'arrête. Et après ça peut aller vraiment sur plusieurs dizaines de milliers de francs pour une utilisation personnalisée, complète, avec les 3 modules, avec plusieurs sous-catégories. Donc ça dépendra en fait de l'utilisation de la plateforme. Ça dépendra aussi si on fait un abonnement annuel ou sur les 2 ans. Voilà, je pense que c'est des pratiques assez commerciales assez connues. Mais voilà, le but c'est vraiment de pouvoir proposer d'être comme un accordéon, être vraiment flexible sur les petits besoins, un petit budget. Et pour les grandes sociétés qui ont vraiment besoin d'implémenter quelque chose de pérenne, de solide, de incontestable, bah là vraiment on va déployer l'ensemble des compétences qu'on a et on va leur proposer le pack complet qui répond à leurs attentes parce qu'ils ont des moyens, des objectifs et des attentes beaucoup plus grandes. Quel est ton ressenti sur le fait que les entreprises aient envie aujourd'hui de passer du temps à la mesure de son empreinte carbone au niveau de l'IT? Est-ce que tu vois une accélération? Est-ce que les lois aussi font changer un petit peu l'état d'esprit? Oui, bon, quelque chose qui aura de bon du changement climatique, c'est que ça accélère notre transition. Après, le Green IT reste quand même une niche moi je pense, qui est en train d'exploser, mais qui va s'accélérer dans les années à venir parce que tout simplement la digitalisation arrive. Je pense que c'est un bon créneau parce que tout se digitalise. En même temps, on a des objectifs environnementaux. Donc le numérique responsable est là pour aligner les 2 stratégies. Mais pour revenir à la question, je dirais que, elles n'ont pas le choix. Aujourd'hui, les bilans carbone sont de plus en plus demandés dans les appels d'offres. Quand on travaille avec une administration publique, on a de plus en plus de critères de durabilité pour gagner un appel d'offres. Avec les grands acteurs, c'est pareil. La société demande de plus en plus un engagement dans la durabilité. Après, ça peut être aussi un peu du greenwashing, c'est-à-dire on fait l'exercice une fois, on communique et l'année d'après on ne le fait pas. Mais bon, ça c'est pas notre problème. Mais je dirais principalement c'est la législation, c'est la pression et c'est aussi cette conscience que le numérique pollue de plus en plus. Donc souvent on nous demande mais quel est votre premier frein quand vous allez chez les entreprises? C'est ni le prix, ni la plateforme, ni les connaissances, c'est juste la connaissance du problème. En fait, on propose une solution à un problème qui n'est pas connu. Mais quand les gens et les entreprises sont conscients de tout ce qui arrive derrière, là, il n'y a plus aucun problème. Mais c'est vraiment ce tabou du cloud. C'est vrai que voilà, les acteurs du numérique ont tout intérêt à vendre la dématérialisation du numérique, ce qui est vrai. Mais bon, dématérialiser d'un côté, c'est matérialiser d'un autre. Donc il faut
Aujourd'hui, il faut agir si on veut continuer à digitaliser. Sinon, on n'aura pas assez de serveurs, on n'aura pas assez de réseaux, on n'aura pas assez d'équipements, Et d'énergie. d'énergie, de ressources naturelles. Donc, il faut vraiment qu'on optimise pour continuer à, si on veut l'IA, si on veut le machine learning, il faut optimiser d'un endroit pour l'allouer à un autre endroit. Quels sont un petit peu les objectifs, je dirais, à moyen terme au niveau de la plateforme? Donc là, tu nous as présenté tout ce que Circular IT permet de faire. Est-ce que, j'en suis même persuadée, tu as des optimisations et aussi des plans pour le futur? Oui, clairement. Moi, je pense qu'on a tous entendu parler d'intelligence artificielle dans les derniers mois, années. Euh, je ne vais pas forcément parler de technologie, mais le but, le principal pain point que l'on a aujourd'hui dans les entreprises, c'est que soit on ne sait pas faire, on n'a pas les compétences, soit on n'a pas le budget, soit on n'a pas envie de le faire. Et en fait, nous, on veut répondre à ces 3 points. Comment on ne va pas forcément dans 5 ans, nous, on n'a pas pour but de développer un consulting et d'être le prochain McKinsey ou Ernst Young du numérique. Ce que l'on veut, c'est vraiment faciliter l'intégration de la durabilité dans les entreprises. Et cela passe par les technologies. Aujourd'hui, à quoi bon développer les compétences en interne de quelqu'un si cette personne peut partir? Autant la former à l'utilisation d'un outil qui, cet outil va lui piloter, collecter les informations, proposer. Vraiment, c'est être un collaborateur de plus. Et je pense que l'intelligence artificielle, le big data, on s'intéresse pas forcément pour le court, moyen ou long terme, mais il y a aussi la technologie quantique qui va arriver, qui va permettre d'accélérer un ensemble. Donc, on est vraiment ouvert à tout type de technologie qui va... Je pense qu'un point de vue technologique, on n'a pas besoin d'aller plus loin parce que la maturité des entreprises est beaucoup plus basse que la plateforme elle-même. Ça serait une erreur d'aller beaucoup plus loin alors que les personnes démarrent aujourd'hui la sensibilisation. Mais c'est vraiment dans la simplification, dans la vulgarisation, dans l'accessibilité au niveau des prix. C'est de faire de la durabilité un asset de plus dans tout type d'entreprise, dans tout type de secteur. Et selon toi, comment on trouve le bon équilibre? Tu parles d'intelligence artificielle, les PME sont en train de l'utiliser ou en tout cas vont aller vers l'utilisation de l'IA et notamment générative qui est sortie dernièrement. Ça utilise énormément d'énergie, de données, enfin c'est très polluant. Comment on trouve cet équilibre entre être sur le marché, être compétitif et puis apporter de la valeur ajoutée grâce aux nouvelles technologies par rapport à cette réduction un petit peu ou ouais, de faire attention au numérique? Comment tu vois les choses? Je pense qu'aujourd'hui, on parle beaucoup de pollution numérique et on parle très peu de ce qu'on appelle IT for Green. C'est comment le numérique peut nous aider à aller plus vite dans la transition numérique, démographique, etc., etc. Pour moi, la clé, c'est la mesure. C'est-à-dire que si une entreprise veut utiliser l'IA qui fait du e-commerce et qu'elle utilise l'IA, pour moi, c'est très bien. Ce qui est important, c'est mesurer, c'est-à-dire à la fin de l'année, quelle est l'empreinte que j'ai eue par l'utilisation de l'achat de mes équipements, quelle est l'empreinte par rapport aux emails, par rapport à l'IA, par rapport au big data, par rapport au cloud. Et une fois que j'ai cette empreinte, je pilote. Et comme je vais être restreint à un moment ou à un autre pour des raisons politiques, pour des raisons environnementales, pour des raisons climatiques, pour des raisons de pénurie de ressources énergétiques, etc., à un moment, je vais devoir optimiser. Mais pour nous, ce qui est clé, c'est de pouvoir savoir à chaque fois qu'on prend une décision, quelle est l'empreinte. Et cela permettra en fait aux entreprises toutes seules de prendre le choix. Mais aujourd'hui, le problème, c'est qu'on ne sait pas ce qu'on pollue. Et c'est là où je pense que toutes ces nouvelles technologies qui arrivent vont nous permettre de dire, non seulement, parce qu'aujourd'hui on fait le bilan carbone pour ce qui est passé, mais aussi présent, mais pour le futur. Qu'est-ce qui se passe si demain je me développe en Inde grâce à une intelligence artificielle où j'aurai des collaborateurs à distance qui vont utiliser un outil, etc. Quelle va être cette empreinte? Est-ce que je vais être en accord avec les lois en Inde? Est-ce que je vais être aligné avec les lois ou les objectifs de développement durable que je me suis fixés? Donc c'est vraiment dans le futur, parce qu'aujourd'hui on n'a plus le temps de regarder le passé ni le présent. Il faut vraiment qu'on parle toujours des objectifs 2030, 2050. Donc vraiment se dire, est-ce que je vais être net zéro? Je ne vais pas me prononcer. Est-ce que je vais être carbone neutre? Est-ce que la compensation suffit? Non, clairement pas. Donc c'est vraiment se poser ces questions et de pouvoir prévoir ce qui va arriver. Et, qu'est-ce qui se passe si j'intègre ChatGPT? Qu'est-ce qui se passe si j'intègre tel outil, tel outil, tel outil? Le metaverse, etc. Bon, faut-il que les données soient transparentes de la part des solutions qui viennent principalement
des États-Unis. Clairement, des États-Unis, mais il y a aussi les BATX qui arrivent aussi du Oui, côté absolument. asiatique. Oui, bien sûr. On n'en parle pas beaucoup, mais qui sont extrêmement présents au quotidien. Mais oui, aujourd'hui, on voit la législation qui pousse plus en Europe qu'aux États-Unis. Mais de toute façon, même si on a des données qui sont mauvaises, quantitatives, mais pas qualitatives, ça nous permet déjà de faire un premier assessment. C'est ce qu'on fait aujourd'hui avec le cloud. Ça nous permet vraiment de dire à peu près où on se trouve. Et, nous, on est convaincus, et c'est vraiment notre créneau, notre leitmotiv, c'est qu'une fois qu'on sait, on ne le refait plus pareil. Les gens, ils changent une fois qu'ils ont les informations. Je vois que la mesure, effectivement, c'est un point qui est important et qui a déjà été signalé à travers différentes interviews d'Alpacity. Au niveau de la plateforme, donc aujourd'hui, elle est disponible. Est-ce qu'il a été compliqué, pardon, de trouver des données en Suisse concernant le numérique responsable? Alors oui, clairement. Clairement, et tu le sais très bien, on a fait une étude avec l'Institut du numérique responsable suisse. En Suisse, alors le pays le plus développé dans le numérique responsable reste la France, où il y a des lois déjà qui poussent les administrations publiques. En Suisse, on est vraiment encore dans la découverte. On va dire ça serait le côté négatif. Mais ce qui est très intéressant, c'est qu'on accélère très très vite. Je ne vais pas forcément les citer pour ne pas créer de compétition, mais il y a des cantons romans qui sont extrêmement avancés, qui commençaient vraiment à moins de 10 par rapport à d'autres pays qui sont très avancés et qui aujourd'hui sont au même niveau, voire plus, où on a vraiment le numérique responsable dans leur plan climat. Donc c'est vraiment important. Le problème qu'on a en Suisse, c'est qu'on en a deux. C'est qu'on a un mix énergétique qui est bon, et donc ça ne nous fait pas poser des questions sur quelle est l'empreinte de l'utilisation de nos équipements. Donc ça, c'est un bon, on va dire, c'est un bon point, mais qui a des conséquences négatives, du coup, ça. Et le deuxième, c'est que souvent, les entreprises de moyenne et de grande taille, bah, elles ont beaucoup d'argent. Et quand il s'agit de remplacer les équipements, bah, ce n'est pas un problème. Donc maintenant, venir intégrer les critères environnementaux et pas complexifier, mais voilà, rajouter des critères. À quoi bon si moi je peux déprécier mes équipements au bout de 2 ans parce que j'ai tellement d'argent. Donc c'est vraiment là où la pression sociale, la pression législative, la pression des collaborateurs, elle est extrêmement puissante. Les nouveaux standards ESG qui arrivent d'un point de vue international sont très importants. Mais en Suisse, on a beaucoup à faire, mais ça va extrêmement vite. C'est là où nous sommes très convaincus. Ah, alors nous avons Oula, je ne sais pas un si me faire des petit soucis. challenge. Allez. Je lis la question telle qu'elle dans How to Measure Anything. L'auteur Doug Hubbard, je ne sais pas si je le connais, fait remarquer que les entreprises mesurent énormément de choses, mais que 80% de ces mesures ont peu ou aucune valeur. Oui. C'est un très bon point. Et je suis d'accord que la mesure ne fait pas tout. La mesure, c'est un début. C'est comme la frustration. Quand on est frustré, c'est très bien. C'est le premier stade pour amener à l'action. C'est sûr que rien ne peut être amélioré s'il n'est pas mesuré. Maintenant, c'est pour ça qu'on a mis en place le module Réducite pour, une fois qu'on connaît, aller de l'avant. Mais l'objectif vraiment, c'est d'avoir une direction qui est engagée. C'est pour ça que je disais que le greenwashing peut arriver même en utilisant l'outil. On l'utilise, on mesure une fois, c'est très bien, on est très bon, on est parmi les top 3 de la Suisse ou de n'importe quel pays, et ça s'arrête là. D'accord, la mesure, elle n'aura servi à rien à part faire de la publicité et faire un premier constat. Donc clairement, c'est pour ça que nous, dans la mesure du possible, on conseille de s'engager vers le label numérique responsable. On n'a pas d'action, on ne touche pas pour chaque entreprise. Le but, c'est vraiment le label permet d'avoir une démarche crédible d'audit externe avec un premier niveau 1 qui est vraiment, je ne vais pas dire qui est accessible à tout le monde, qui demande des engagements, mais qui n'est pas comme un ISO ou comme un B Corp. Donc c'est vraiment mettre le pied à l'étrier et de s'améliorer de façon continue. Donc clairement, je suis 100% d'accord avec cette remarque. Je ne sais pas quel pourcentage c'était, mais la mesure n'est pas la solution. Mais nous sommes convaincus que sans mesure, il n'y a pas d'action. C'est un point de départ, oui. C'est un point de départ. Ouais. Pied à l'étrier, effectivement.
Pour l'aspect solution, action, j'imagine que tu t'entoures ou tu fais des recommandations. En tout cas, tu parlais d'un logiciel qui permettait d'enlever l'image, par exemple, des vidéos YouTube. Comment est-ce que tu sélectionnes ces partenaires? Alors, ce n'est pas forcément des partenaires. YouTube Audio, c'est un plugin qu'il y a. Quand... Alors, on a différents types. Pour les bonnes pratiques, c'est les outils que nous, on utilise au quotidien, donc, qui sont pratiques, utiles et surtout simples d'utilisation. On ne va pas commencer à aller sur GitHub pour télécharger. Non, ça, une personne lambda ne va pas savoir utiliser. Mhm. Donc, on est vraiment sur des outils simples, faciles et du quotidien. Maintenant, quand on parle de partenaires externes, typiquement, on a des partenaires qui font de la conservation de données dans des centres de données qui ont un faible PUE, donc une efficacité très bonne. On a des partenaires qui récupèrent les équipements. Donc ça, c'est vraiment sur le long terme, sur la confiance, sur vraiment vérifier ce qu'ils font, parce qu'on ne peut pas non plus... C'est aussi l'image de Canopé à travers les partenaires. Donc on est vraiment sur ces deux solutions. Quand il s'agit d'outils numériques, c'est... Vraiment, il faut que n'importe qui puisse savoir les utiliser. Il n'y a pas forcément d'installation. Et en ce qui concerne partenaires, on va dire business, il faut qu'ils aient la même démarche de simple, pratique et efficace. Voilà. Eh bien, justement, j'avais une autre question dans la démarche Canopé de manière générale. Comment tu as pensé la plateforme en termes de numérique responsable? Comment vous vous appliquez finalement à vous-même les recommandations que vous donnez aux entreprises? C'est extrêmement difficile. C'est extrêmement difficile parce que quand on a commencé il y a 2 ans le développement de la plateforme, on avait 2 piliers. C'était le premier, vous l'aurez compris, c'est la simplicité. Il faut que ce soit aussi simple possible et ça aide dans la sobriété numérique, dans l'éco-conception. Et la deuxième, comme je dis, il fallait que ce soit éco-conçu. On ne peut pas vendre une Ferrari polluante en disant qu'il faut faire du Green IT. Donc cette plateforme, elle a été éco-conçue. Et quand je disais que c'était extrêmement difficile, c'est qu'à chaque fonctionnalité que l'on met en place, à chaque animation, à chaque dynamique, en fait tout ce qui est dynamique, tout ce qui est appel au serveur, c'est extrêmement challenging à chaque fois. Et on se dit, est-ce que c'est plus important l'expérience utilisateur ou l'empreinte? Parce que du coup, si c'est l'empreinte, on le fait extrêmement sobre. Mais si c'est très sobre, l'expérience est très mauvaise et personne ne va l'utiliser. Donc oui, c'est une plateforme qui pollue peu, mais qui n'est pas utilisée. Mais si elle pollue un peu plus et qu'elle est plus utilisée, en fait, c'est toujours le jeu de la balance. Et c'est ça qui est extrêmement intéressant. C'est quand on parle de nouvelles technologies en interne pour le développement, on se dit, OK, l'intelligence artificielle, on sait que ça consomme énormément. Qu'est-ce qu'on peut faire derrière? Est-ce qu'on peut limiter l'utilisation? Est-ce qu'on peut l'optimiser? Donc vraiment, il y a cette balance entre empreinte et UX finalement. Et aujourd'hui, ce qu'on se rend compte, c'est que, je suis complètement honnête, c'est qu'on a fait un shift entre une plateforme au début qui était extrêmement sobre, très belle, mais très sobre, et on a dû céder un peu en termes d'empreinte pour justement répondre à des critères des entreprises en termes de personnalisation, de couleurs, etc. Donc notre empreinte a augmenté d'à peu près 10%, 15%, c'est pas non plus énorme, mais derrière, on sait que l'impact positif, on a plus d'entreprises, on a plus d'adhésion. Donc c'est ce qu'on appelle le carbon shadow. Oui, je pollue, mais cette empreinte contribue à amener la bonne parole au sein des entreprises. Donc c'est un challenge en tant que quelqu'un qui est engagé dans la durabilité de dire je cède un peu, mais derrière, il faut être sûr et pouvoir piloter que cette empreinte supplémentaire derrière, elle est compensée quelque part. Pas forcément en plantant des arbres. Bon, c'est un petit peu comme aujourd'hui sur le live YouTube. J'encourage tout le monde à regarder le replay avec le logiciel que tu disais. Exactement. Ou en qualité ne pas utiliser la standard, haute par définition, exemple. enfin, voilà, Exactement. faire l'effort exactement. Il faut savoir qu'à peu près, passer sur la qualité standard plutôt que HD, ça réduit entre 3 à 4 fois le nombre de données. Donc, quand on parle sur les bonnes pratiques de Netflix, etc., ils nous disent « Mais il faut arrêter de regarder Netflix ». Je dis « Non, sachez que ça pollue. Et 2, il y a plein de bonnes pratiques si on a besoin de le faire pour réduire notre empreinte. » Donc, il ne faut pas être blanc ou noir. On peut trouver notre zone quelque part. Il ne faut pas être noir non plus. Mais si tous les jours on arrive à s'améliorer, c'est très bien. Et puis justement, j'avais une dernière question sur un chiffre que tu pourrais nous donner sur les entreprises qu'elles ont réussi aujourd'hui, une moyenne, à réduire, en tout cas juste en rentrant ces données et en appliquant des bonnes pratiques. Je n'ai pas forcément de chiffres parce que chaque cas, chaque entreprise, c'est différente. En tout cas, ce que l'on voit, c'est que 100% des entreprises que nous avons accompagnées qui souhaitaient avoir le label l'ont eu.
que ce soit à travers l'utilisation de la plateforme ou sur un format consulting général. Une grande partie, je ne vais pas me lancer dans des pourcentages parce que ça serait mentir, mais la plupart des entreprises, je ne dirais pas toutes, mais il y a sûrement quelques-unes qui ne sont pas contentes, mais la plupart des entreprises où on est allé sur site pour sensibiliser les collaborateurs, ont eu un retour positif, où il y a eu des volontés de créer des ambassadeurs, envie d'en vouloir plus. Et vouloir plus, ça ne veut pas dire forcément payer plus à Canopé. Ensuite, nous, on donne des livres qui peuvent être achetés, des articles de presse qui sont gratuits, des vidéos. Donc, on voit que notre approche vraiment terre à terre, on n'est pas un consultant extrêmement renommé qui vient avec un peu de prétention. Non, on est vraiment à côté des gens qui sensibilisons, qu'on se met à leur niveau. Et ça, c'est extrêmement apprécié. Et surtout, le suivi ensuite que l'on fait. J'ai envie de dire que derrière, il y a une action qui est faite de par cette compréhension que c'est simple à démarrer. Je ne dis pas que toutes les actions sont faciles, mais la volonté est simple d'être mise en place. Et voilà, quand on voit que tout le monde veut aller de l'avant, la direction, si elle est intelligente et smart, se positionne, s'aligne avec les collaborateurs là, et le middle management. D'ailleurs, je me souviens, au tout début, quand on s'est rencontrés, tu avais plutôt une approche ingénieur au niveau de la plateforme et puis proposé cet outil depuis le début. Puis en fait, ton aventure entrepreneuriale t'a emmené vers un peu plus de consulting parce que tu t'es rendu compte qu'il y avait vraiment un champ presque éducationnel à faire autour de ça. Et ça a un petit peu changé quand même, tu vois, une évolution Oui, on avait commencé, pour le dire à l'époque avec Delphine, je leur avais présenté une plateforme pour mesurer l'empreinte des mails avant de connaître l'empreinte des mails et la signification très, très faible. Notre but, c'est toujours la même, c'est d'être une entreprise technologique. Le problème, c'est qu'on ne peut pas accompagner ou proposer un produit à quelqu'un qui ne connaît pas le problème. D'où le consulting que l'on fait. Moi, j'adore parler avec les gens et les gens de l'équipe sont extrêmement drôles, sympas, proches, etc. Donc, on le fait avec beaucoup de plaisir. Mais à long terme, on souhaite vraiment que la plupart du business plan de Canopé, c'est une technologie tout aussi proche, tout aussi... ça se trouve, ça serait un peu comme les épisodes de Black Mirror où il y aura une personne qui vous parlera et vous dira « Est-ce que vous avez fait votre mesure cette année Est-ce que vous... » On sait pas ce que ça deviendra dans 5 ans. Mais notre volonté, c'est vraiment d'apporter la technologie là où elle répond à des attentes et laisser l'humain là où il a son expertise dans les spécificités, dans le contact humain, Je pense que c'est ça Canopé et c'est ce que ça va devenir dans les années à venir. Merci infiniment, Ivan. Merci Delphine. On arrive gentiment à la fin de cette tech démo. Si vous avez des questions, vous avez envie d'aller plus loin, nous allons mettre l'adresse ou les contacts de l'équipe Canopé dans la description YouTube. N'oubliez pas aussi de vous abonner à la chaîne d'Alpacity pour recevoir les dernières actualités et les prochaines tech démos. Alors, je vous souhaite une très belle journée et je vous donne rendez-vous le mois prochain.